Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Steve Marchand. Je suis étudiant au doctorat à l'Université Laval en économie. Je fais également partie de la chaire de recherche Industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements démographiques. Je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Le projet que je vais vous présenter, c'est un projet en cours. Je n'ai pas encore de résultats à vous présenter. L'idée, c'est plus de présenter un plan de match. Le plan de match que j'ai en tête pour exploiter toute la richesse de l'information qui est dans le DAL pour étudier la question importante qui est le choix des REER et des CELI selon le parcours de revenus des Canadiens. Alors, je pense que le projet est une belle illustration de la pertinence et de l'importance de la DAL. On va exploiter toutes les facettes de la DAL pour répondre à notre question. On va exploiter la dimension longitudinale pour regarder l'évolution des revenus individuels. On va exploiter simplement le fait que la DAL contient un nombre extrêmement grand d'observations pour regarder un modèle très riche qui va permettre de séparer les types de carrières de revenus qui peuvent exister. On va regarder aussi évidemment les revenus, les variables fiscales et les variables disponibles pour les REER et les CELI. Commençons par une introduction aux REER et aux CELI, pour ceux qui ne sont peut-être pas experts là-dedans. C'est les deux grands véhicules d'épargne privée à avantages fiscaux au Canada. Donc, les REER, c'est les régimes enregistrés d'épargne retraite. Les CELI, c'est les comptes d'épargne libres d'impôts. Et c'est des véhicules d'épargne canadiens, mais ailleurs dans le monde, dans la plupart des pays de l'OCDE, entre autres, ces types de véhicules d'épargne existent aussi, avec ils vont varier dans leurs détails entre les pays, mais quand même, si on simplifie un peu, on peut les regrouper en deux grandes catégories. Et parfois, dans la littérature, on va appeler ça les véhicules d'épargne de type EET ou de type TEE. Et l'acronyme est pratique pour comprendre ce que c'est. Les trois lettres de l'acronyme représentent trois périodes. On a l'année de cotisation, l'année où on place l'argent dans un compte. On a l'année d'accumulation, l'année où l'argent accumule des intérêts. Puis on a l'année du retrait, l'année où on retire l'argent du compte pour le dépenser. Et les deux lettres E et T représentent en anglais exempt ou T taxable pour imposable. Alors, pour ce qui est du REER, qui est de type EET, si on place l'argent dans un REER, à l'année de cotisation, l'argent n'est pas imposable. Et pendant la période d'accumulation, les intérêts ne sont pas imposables non plus. Et donc, c'est seulement à l'année du retrait où, quand on retire l'argent, on va vraiment payer de l'impôt sur l'argent qu'on retire du compte. Et au contraire, et pour le CELI, c'est le contraire. On va placer de l'argent dans un compte CELI à partir de notre revenu après impôt, et donc c'est imposable au départ, et après ça, on ne paye plus d'impôt. Et donc, le choix entre les REER et les CELI, c'est en fait un choix de à quel moment je veux être imposé. Et donc, ce choix-là, à quel moment je veux être imposé, si je pense au meilleur choix pour moi, ça va un peu dépendre de l'évolution prévue de mes revenus. Est-ce que je pense que mes revenus vont augmenter dans le temps? Est-ce que je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus riche que ce que je vais être dans le futur? Et donc, on va se poser ces questions-là. On va regarder deux grandes questions. La première, c'est qu'on va ignorer complètement ce que les gens font réellement comme choix entre les REER et les CELI dans les données. On va juste regarder leur parcours de revenus et on va regarder ce qu'ils devraient choisir. Ça serait quoi le choix optimal compte tenu de leur carrière, compte tenu de l'évolution prévue de leurs revenus ou compte tenu de peut-être la dynamique de leurs revenus. Donc, qui peut potentiellement bénéficier des REER ou des CELI? Peut-être que les personnes très riches ont, dans la plupart des cas, intérêt à bénéficier dans un REER. Peut-être que les REER, c'est davantage conçu pour les personnes plus riches. Peut-être que les CELI, c'est davantage conçu c'est davantage optimal pour les personnes plus pauvres. On va revenir sur c'est peut-être là. Peut-être que la combinaison des deux, le fait de pouvoir placer de l'argent parfois dans les REER, parfois dans les CELI, ça bénéficie à certains profils de carrière, par exemple les travailleurs autonomes qui ont des revenus plus variables. Alors, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qui en bénéficie réellement? On va regarder les choix que les gens font, les choix de cotisation. On va comparer ça avec les choix optimaux prévus par un modèle ou selon les profils de carrière qu'on peut observer.
Vous pouvez, j'ai oublié de dire, vous pouvez m'interrompre si quelque chose n'est pas clair. Donc, une petite introduction aux différences de rendement entre les REER et les CELI, un peu simplifié. Alors, on peut dire que s'il existait un seul taux d'imposition qui serait unique, si on payait toujours le même taux d'impôt, les REER et les CELI, il y aurait le même rendement. Et la preuve est relativement simple. Supposons que je place un montant d'argent quelconque dans un compte, un montant X. Si je place mon argent dans un REER, alors je ne vais pas payer d'impôt au départ. On peut voir les deux équations en ordre chronologique. Je vais accumuler du rendement sur le montant X et à la fin, je vais payer des impôts. Tandis que si je paye plutôt des impôts au départ, je vais placer un montant après impôt, accumuler du rendement dessus et en bout de ligne, ça ne change pas le montant que j'en retire à la toute fin. Ça, c'est quelque chose qui est relativement connu. Maintenant, quand on pense que, par exemple, si je pense, par exemple, que mon taux d'imposition peut être différent à la retraite, ça veut dire que peut-être que je pense que mon taux d'imposition va être plus faible ici, quand je vais être à la fin de ma carrière, ou à la retraite, ben c'est ce qui va faire que je pense que le REER est plus intéressant pour moi. Alors ça, c'est un peu simplifié. On parle aussi du taux d'imposition. Plus précisément, ce qu'on doit regarder pour calculer les rendements des REER et des CELI, c'est ce qu'on appelle les taux marginaux effectifs d'imposition. Qu'est-ce que c'est un taux effectif d'imposition? C'est en plus de regarder ce qu'on doit payer en impôts si notre revenu augmente. On va aussi regarder ce qu'on paye en termes de remboursement des transferts sociaux à mesure que notre revenu augmente. Par exemple, supposons que j'ai au moins 65 ans et que j'ai un revenu assez faible. Je reçois du supplément de revenu garanti. Maintenant, si mon revenu augmente, mon revenu imposable augmente, par exemple parce que je retire de l'argent d'un REER, je vais devoir rembourser une certaine partie de mon supplément de revenu garanti. Alors, le taux de remboursement du supplément de revenu garanti est de 50 %. Alors, si je retire 500 $ de mon REER, je dois en rembourser 250 $. Et donc, c'est donc dire que, comme on ne paie pas d'impôt quand notre revenu est très faible, on peut dire que le taux marginal effectif d'imposition pour les revenus faibles de 65 ans et plus est d'environ 50 % à cause du supplément de revenu garanti. Alors, si on regarde seulement les taux d'imposition, ils sont progressifs. Selon le revenu, ça ressemble à un escalier. À quoi ça ressemble le profil des taux marginaux effectifs d'imposition? On a une image ici qui est calculée à l'aide d'un calculateur fiscal. Donc, on a ici le revenu de marché. Désolé, c'est en anglais. On a le revenu de marché ici et on a le taux marginal effectif d'imposition. Ici, on est au Québec. Et commençons par regarder la ligne bleue. La ligne bleue, c'est pour quelqu'un qui n'a pas encore 65 ans. Et donc, on considère les transferts sociaux, mais pas tous les transferts sociaux, seulement les transferts qui peuvent possiblement être affectés par les choix d'épargne entre les REER et les CELI. Par exemple, on n'aura pas l'assistance sociale ici. Je ne peux pas contribuer à mon REER pour diminuer mon revenu de telle sorte que je gagnerais de l'assistance sociale. Ce n'est pas quelque chose qui est important ici pour calculer les taux effectifs pertinents pour les rendements des REER des CELI. Bref, la ligne bleue, ce qu'elle montre, c'est que les taux marginaux effectifs d'imposition sont parfois élevés. Par exemple, autour de 20 000 $, autour de 40 000 $, ou dans ces zones de revenus-là, on rembourse des transferts, certains transferts. Et donc, si notre revenu est plus élevé, on rembourse une bonne partie de ces transferts-là. On a intérêt à éviter, si on est ici, peut-être de se rendre ici. Ça devient moins intéressant. Donc, et ce qu'on voit, c'est que le remboursement des transferts sociaux joue quand même un rôle important sur les taux marginaux effectifs d'imposition par rapport à la progressivité, ici qu'on peut voir où on a des petites augmentations. C'est pas toujours ce qui est plus important. En d'autres termes, c'est pas si évident que si je diminue mon revenu dans le futur, mon taux marginal effectif d'imposition va nécessairement diminuer. Maintenant, si on regarde la ligne rouge, on a le taux marginal effectif d'imposition pour ceux qui ont plus que 65 ans.
ou au moins 65 ans. Qu'est-ce que ça change? C'est qu'on devient éligible à deux choses, la sécurité de la vieillesse, et donc ça augmente notre revenu imposable, et le supplément de revenu garanti, qui est un montant accordé aux faibles revenus qu'on doit rembourser à mesure que notre revenu augmente. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Les taux marginaux effectifs d'imposition sont assez faibles, sont assez élevés, excusez-moi, pour les gens de 65 ans et plus. Et donc, si on retire des REER dans ces zones-là, ça diminue fortement le rendement de l'épargne à cause qu'on perd du supplément de revenu garanti. Possiblement, et donc c'est rarement un bon choix stratégique d'investir dans un REER si on pense qu'on va le retirer et qu'on va perdre du supplément de revenu garanti pour cette raison-là dans le futur. Alors, on voit que et donc, on va utiliser les taux marginaux effectifs d'imposition pour calculer les rendements des REER des CELI, et c'est fortement lié à la dynamique des revenus. Peut-être qu'au départ, mon revenu est de 100 000 et que, bon, je vais peut-être retirer des revenus plus tard, avant d'avoir 65 ans. Ça voudrait dire que je resterai sur la ligne bleue. Je me retrouverai ici. On doit considérer deux taux marginaux effectifs d'imposition, ou je vais les retirer après 65 ans. Et ça va, je vais me déplacer sur la ligne rouge. On doit modéliser donc la dynamique des revenus, comment les revenus individuels évoluent. Donc, on va utiliser la DAL. Je vous répéterai pas une introduction à la DAL, vous la connaissez maintenant, mais on va utiliser la dimension longitudinale, premièrement, pour modéliser l'évolution des revenus. Et donc, en modélisant l'évolution des revenus, si on combine ça avec un calculateur d'impôt et de transfert, on peut modéliser l'évolution des taux marginaux effectifs d'imposition et donc les rendements des REER et des CELI. On va utiliser aussi le nombre très élevé d'observations parce qu'on va regarder, on va regarder plusieurs types de carrières, le plus grand nombre possible, peut-être pas le plus grand nombre possible, mais un très grand nombre de types de carrières. On va regarder des individus qui gagnent un revenu très élevé toute leur carrière, mais très stable, des individus qui gagnent des revenus très élevés, mais qui varient beaucoup, des individus qui ont des revenus peut-être plus d'un profil d'un travailleur autonome, où parfois ils n'ont rien et parfois ils ont des revenus plus élevés, des individus à faible revenu. Et on va regarder évidemment les variables de la DAL en ce qui a trait aux cotisations au REER et au CELI. Et donc, ces variables-là vont nous permettre de vérifier si, une fois qu'on a écrit un modèle de choix optimal entre les REER et les CELI, est-ce que les gens semblent choisir le meilleur véhicule d'épargne? Et séparer ça par type de carrière. Est-ce que les individus à faible revenu réussissent à choisir un véhicule d'épargne qui est intéressant pour eux? Est-ce que les individus très riches semblent davantage faire les meilleurs choix? Possiblement, par exemple, parce qu'ils ont accès à un conseiller financier qui les aide pour faire ces décisions-là. La première étape, c'est de modéliser la dynamique des revenus. Alors, je ne vais pas vous embêter avec les détails techniques du modèle. Je les ai davantage mis ici pour peut-être répondre aux questions qu'il pourrait y avoir. Mais l'idée, c'est... Donc, il existe plusieurs papiers dans la littérature économique qui élaborent des modèles de dynamique des revenus qui sont faits pour être estimés sur des bases de données plus modestes, avec moins d'observations. Et souvent, il y a certaines hypothèses assez restrictives. Maintenant, il existe aussi quelques papiers qui élaborent des modèles plus complexes qui visent à être estimés sur des bases de données très riches, souvent des bases de données qui viennent de pays scandinaves, mais ça a été fait aussi au Canada pour ceux qui avaient accès aux données, à des données administratives, à Statistique Canada. Et ce qu'on va faire ici, je ne réinvente pas de modèle, on va prendre un papier qui est assez récent et qui prend en compte tout ce qui est connu dans cette littérature-là en termes d'hypothèses importantes à relâcher pour permettre de bien décrire les profils de carrière différents entre les individus dans les données. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on fait ici? En gros, souvent, dans des modèles simples, on a le revenu, qui est la variable qui nous intéresse, et on va expliquer le revenu avec des variables explicatives, l'âge, le sexe, l'éducation. Et donc, ici, on va aussi faire ça.
Et une fois qu'on a fait ça, on modélise le résidu du revenu, la partie qui est non expliquée par ce modèle-là. Donc, Y, ici, c'est le résidu du revenu. Et on a, bon, c'est par cohorte, par individu et par âge. Et on explique cette partie-là par ce qu'on appelle des termes d'hétérogénéité non observés, qui sont spécifiques à chaque personne. Donc, il y a des personnes qui ont tendance à avoir des revenus élevés tout au long de leur carrière. Il y a des personnes qui ont tendance à avoir un profil de carrière tel que leur revenu va augmenter dans le temps. Et ça, avec des données comme la DAL, on peut l'estimer pour chaque personne. Et on estime aussi un processus de termes d'erreur. On a deux termes d'erreur ici qu'on appelle des chocs permanents sur les revenus. Donc, des chocs, des résidus qui semblent être corrélés avec les périodes passées. Et des chocs de revenus transitoires, des chocs qui vous affectent de manière plus temporaire. Et on peut prendre tout ça en compte avec des données comme la DAL. Et on va utiliser à peu près ce modèle-là, un détail près, parce que le papier ici que je cite estime ce modèle-là par niveau d'éducation. Et ils vont trouver que c'est assez important de le faire dans leur cas. Je vais vous présenter premièrement leurs résultats et je vais vous expliquer après ce qu'on va faire pour contrecarrer le fait qu'on n'a pas l'éducation dans les données de la DAL. Alors, quand ils estiment leur modèle par niveau d'éducation, ils regardent la variance des chocs permanents de revenus. Et donc ça veut dire les chocs permanents de revenus, c'est ces chocs-là qui font qu'une fois quelque chose vous arrive dans votre vie et ça a un impact assez de long terme sur votre carrière. Et ils regardent comment ça varie par niveau d'éducation. On a ça en haut sur la première ligne. Et on a ceux qui ont un niveau assez faible d'éducation et ceux qui ont un niveau assez élevé ici. Et cette variance-là diffère quand même beaucoup selon l'âge par niveau d'éducation. Ce qu'ils trouvent, c'est que pour les individus avec un niveau d'éducation assez faible, les chocs permanents qui affectent la carrière semblent arriver vers la fin de la carrière. Donc, au début de la carrière, les individus semblent avoir peut-être une carrière plus prévisible et à la fin, il peut leur arriver quelque chose tel que qui joue fortement sur le reste de leur carrière. Et c'est le contraire, ce qu'on observe pour les individus à un niveau d'éducation élevé. Si vous avez un niveau d'éducation élevé, on a tendance à avoir des chocs permanents plus importants en début de carrière. Et une fois que cette incertitude-là est jouée, les profils sont plus stables. Et c'est important de prendre ce genre d'hétérogénéité-là en compte, d'une part parce que cette variance-là dans les chocs de carrière a un impact sur les choix optimaux entre les REER et les CELI. Et si on omettait de permettre une variance assez hétérogène entre ces trois types de niveaux d'éducation-là, par exemple, on supposerait en fait que la variance des chocs permanents, l'incertitude sur les chocs de carrière est plus stable. Et donc, il y aurait moins de pics ici, il y aurait moins de pics ici, et donc moins d'impact sur le choix optimal derrière qu'on prévoirait avec le modèle. Par exemple, ici, si vous avez des revenus très variables, peut-être il va y avoir certaines périodes où ça va être très important de placer dans des REER et d'autres où ça va être très important de placer dans des CELI. Et donc, on n'a pas l'éducation. Alors, dans notre version du modèle, on va profiter de quelque chose qu'on peut faire quand on a beaucoup d'observations. C'est ce qu'on appelle des techniques, bon, si on veut, un peu de big data, où on n'a pas de variable observable qui nous permet vraiment de séparer des types, mais on va juste supposer qu'il existe quelque chose qu'on n'observe pas. Il existe différents profils. Il existe peut-être deux niveaux de variables des chocs permanents, de variance des chocs permanents, deux niveaux de variance des chocs transitoires. Et on va laisser tourner un algorithme qui va nous dire c'est quoi premièrement le nombre de types qui semblent coller aux données, qui semblent en termes de vraisemblance. Et donc, qu'est-ce qui est le plus cohérent dans les données? Est-ce qu'il semble avoir deux types de profils de variance? Est-ce qu'il semble en avoir trois? Et s'il y en a trois, c'est quoi les trois mesures de variance des chocs permanents? Il y a des algorithmes qui sont faits pour faire ça. Et si on prend un exemple simplifié, on pourrait seulement avoir deux types de travailleurs. Des travailleurs qui auraient une variance élevée de leurs revenus et des travailleurs qui auraient une variance faible. Ça, c'est
ça serait la situation la plus simple. Et donc, c'est ce qu'on va faire pour modéliser la dynamique des revenus. Ensuite, on va modéliser les prestations de retraite. Et donc, il y a un calculateur que j'ai programmé déjà pour prendre tout l'historique des revenus du travail et calculer les prestations des RRQ. Et donc, on a aussi les prestations publiques là, de sécurité de vieillesse et de supplément de revenu garanti. On peut prendre les revenus de marché et calculer tous ces revenus publics-là à l'aide de ça. Et pour ce qui est des revenus de retraite privée, on va les modéliser à l'aide d'un modèle, un modèle assez standard en 2 étapes. Donc, on modélise la probabilité que la personne ait ou non des revenus de retraite privée. Et si la personne en a, on va simuler un montant qu'elle pourrait avoir avec les données. Et une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a un modèle qui nous donne des paramètres qui nous permettent de simuler des dynamiques de revenus et ensuite des revenus de retraite, on va faire des simulations. Par exemple, ici, j'écris 100 simulations. Ça pourrait être d'autres nombres, on verra. On va simuler 100 parcours de revenus pour plusieurs combinaisons de types de travailleurs. Et donc, on a des combinaisons en termes des paramètres qu'on a dans notre modèle. Donc, si on prend l'exemple simplifié, on a 2 types de travailleurs, ceux qui gagnent, les riches et les pauvres, ceux dont le revenu augmente avec l'expérience, ceux que leur revenu est plus stable, et ceux qui ont une variance dans leur choc de revenus importante, et ceux qui ont une variance plutôt faible dans leur choc de revenus. Et ça, évidemment, on va permettre au modèle d'avoir plus de types. Et donc, l'idée, c'est qu'on va juste simuler différents profils de carrière. Et maintenant, on regarde, on laisse leur revenu évoluer dans nos simulations. On va regarder leur choix optimal entre les REER et les CELI. Donc, pour chaque année de simulation, pour chaque année de cotisation, on va utiliser un calculateur d'impôt. On calcule les TMEI au moment où ils cotisent, à chaque période. Si je cotise à cette période-ci, c'est quoi mon TMEI? Si je cotise à cette période-ci, c'est quoi mon TMEI, taux marginal effectif d'imposition? Et aussi à des moments supposés où je retirerai mon argent du compte. Parce que, bon, par exemple, pour les CELI, on ne sait pas exactement quand ils vont retirer leur argent, mais on peut seulement supposer regarder différents scénarios. Est-ce que la personne le retire après 65 ans, avant 65 ans? Si les revenus changent au cours de la carrière, on peut essayer différents moments où la personne pourrait retirer son argent et regarder le choix optimal selon ces scénarios-là. Et donc, pour chaque personne dans le modèle qu'on va simuler, pour chaque simulation, on va obtenir une proportion d'années. Donc, selon les termes d'erreur dans le modèle et selon tout ça, quand on roule plusieurs simulations, on va obtenir une proportion une probabilité selon mon incertitude future que le REER soit plus bénéfique pour moi. Selon la dynamique, donc pour une personne pauvre, selon ce que le modèle prévoit pour son revenu futur, c'est quoi la probabilité que le REER soit mieux que le CELI? Si la personne cotise, c'est quoi la probabilité que ça soit un meilleur choix d'investir dans le REER, par exemple? Et donc, comme j'ai mentionné, je n'ai pas de résultats. Donc, je vais parler d'exemples de résultats possibles. C'est possiblement teinté un peu de mes a priori, donc c'est à prendre avec un grain de sel, évidemment. Donc, je simplifie encore en disant qu'il y a des individus riches et pauvres, des individus qui ont un profil de croissance des salaires élevés, d'autres faibles, et d'autres qui ont des revenus variables et non variables. À quoi on pourrait s'attendre? C'est, par exemple, selon moi, peut-être que les individus à faible revenu, ils gagneraient à épargner dans un CELI plutôt que dans un REER, à cause que s'ils épargnent dans un REER, ils vont devoir retirer leur argent à un moment où il y aurait peut-être droit à du supplément de revenu garanti. Et s'ils investissent dans un REER, ils vont devoir ultimement rembourser ce supplément de revenu garanti-là, et ce n'est pas intéressant pour eux en termes de rendement. C'est une possibilité. Ça dépend évidemment de la dynamique
de revenus qu'on va estimer. Et donc, peut-être que ceux qui ont plus de variabilité dans leurs revenus, par exemple un travailleur autonome, pour eux, c'est très bénéfique d'avoir accès à la fois au REER et au CELI. Selon la période, donc, une certaine année, c'est une très bonne chose de placer dans un REER et l'autre, pas du tout, peut-être. Je vais regarder le temps qui me reste. Je ne vais pas dépasser pour le lunch. Donc, ça ne sera pas très long. Alors, après ça, on va regarder qui tire réellement profit des REER et des CELI. Bon, on a un modèle qui prédit un choix optimal. On va comparer ça maintenant avec les choix qui sont réellement faits dans les données. Et donc, on a les cotisations dans la dalle au REER, on a les cotisations au CELI, bon, du moins depuis 2009. Et donc, à quoi on pourrait s'attendre? Peut-être que les individus à faible revenu devraient choisir les CELI, mais choisissent les REER. Est-ce que c'est vraiment un fait dans les données que les gens investissent dans les CELI, même si tout porte à croire qu'ils vont se retrouver bénéficiaires de suppléments de revenus garantis dans le futur et qu'ils vont devoir le rembourser? Est-ce que les gens semblent faire ce choix-là? Bon, peut-être qu'ils peuvent avoir une bonne raison de le faire. Ça serait une autre question. Mais ça serait quelque chose d'intéressant à regarder. Est-ce que les individus à revenus élevés font des choix qui sont plus alignés sur les prévisions du modèle? On peut penser que les individus à revenus élevés font des choix plus cohérents avec un modèle rationnel, si on veut, à cause qu'ils ont accès à un conseiller financier qui les aide à faire le choix selon les revenus prévus dans leur carrière, selon ce qui s'en vient. Et quand on offre le fait qu'on offre la combinaison de REER et les CELI, ça rend les choix plus complexes. Est-ce que c'est quelque chose dans la société qui favorise les revenus élevés ou les revenus faibles? C'est une question importante. C'est un choix qu'on fait. On donne un cadeau, en quelque sorte, avec ces véhicules d'épargne-là à quelqu'un. Et c'est intéressant de savoir à qui on le donne. Donc, et je pense qu'avec les résultats qui vont sortir de là, on va possiblement avoir des discussions intéressantes en termes d'implication politique. On va se demander est-ce que les REER et les CELI sont adaptés aux travailleurs à faible revenu? Est-ce que les REER sont adaptés aux faibles revenus? C'est une question importante. On est en train d'inciter les employeurs à inscrire leurs employés à des régimes volontaires d'épargne retraite, très semblables à des REER. Est-ce qu'un CELI, ça serait mieux? C'est une question quand même importante. On pense au Canada, évidemment, parce que c'est les REER et les CELI, mais il y a tout plein de pays qui s'intéressent à ces questions-là, qui offrent les deux véhicules d'épargne ou qui envisagent offrir les CELI, un véhicule de type CELI en plus du véhicule de type REER qui offre déjà. Et bon, on va discuter aussi des effets sur les finances publiques, parce qu'évidemment, le rendement que les gens retirent de ces véhicules d'épargne-là, c'est un coût pour le gouvernement. Et donc, il faut penser à ces questions-là. On peut voir ça, par contre, de la manière suivante. Si les gens font des erreurs dans leur choix optimaux de véhicule d'épargne, c'est bon pour les finances publiques. Mais bon, c'est un financement du gouvernement, cette erreur-là. Et on peut se demander est-ce que c'est financé par les pauvres ou par les riches? C'est une question quand même importante à comprendre. Alors, je vous laisse sur votre faim. C'est seulement... c'est à suivre. Je vous laisse mon adresse email si vous voulez des nouvelles, des résultats qui pourraient sortir de cette étude-là. Vous m'écrivez un email, j'écris votre nom sur une liste et quand quelque chose est prêt à être rendu public, je vous l'enverrai. Merci beaucoup.